Bienvenue sur Shopper Matters, le podcast. Je suis Estelle Luce-Antoinette, votre hôte. Dans chaque épisode, un échange, des conseils sur un thème pour vous permettre d'avancer durablement sur la croissance de votre e-commerce. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à tous. On n'est qu'au début de ce podcast. Pourtant, nous avons déjà échangé sur plusieurs façons de faire émerger son offre e-commerce, que ce soit avec Facebook, Instagram ou même le référencement naturel. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire d'Alice Brière. Son offre, comment elle a fait décoller son offre à e-commerce et avec un réseau social qu'on a tous découvert durant ce premier confinement. Il s'agit de TikTok. Alice, je te laisse te présenter. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Alice Brière et je suis la fondatrice de ma petite entreprise qui s'appelle Dis-moi tout. Et donc, j'ai créé 2 livres pour les grands-parents. Et j'ai réussi à faire décoller du coup cette petite entreprise grâce à TikTok. Très bien. Alors, comment a débuté cette petite entreprise Dis-moi tout. Dis-moi tout, c'est quoi exactement? Ce sont des livres pour les grands-parents? Donc, Dis-moi tout, c'est 2 livres pour les grands-parents. Il y a une version pour grand-mère et une version pour grand-père. Et c'est des livres dans lesquels il y a plein de questions et des espaces libres pour que la personne qui reçoit ce livre puisse rédiger directement dedans. Donc, le but, c'est d'avoir des questions de la jeunesse jusqu'à aujourd'hui pour apprendre davantage de choses sur la vie de nos grands-parents et garder une trace aussi de leur vie. Super. C'est un très beau cadeau, du coup. Dis-moi quand est venue l'idée de lancer cette offre? Alors du coup, l'idée, elle m'est venue en mars, lors du premier confinement. Je voulais vraiment faire quelque chose, je voulais créer quelque chose à moi, en plus de mon activité salariée. Et j'ai eu cette idée qui m'est venue en me creusant un petit peu la tête quand même. J'ai eu cette idée et j'ai beaucoup bossé dessus. J'avoue qu'au bout d'un moment, j'ai un petit peu lâché parce que j'y croyais plus vraiment. Et puis après, j'ai repris à fond. Et j'ai rencontré du coup une illustratrice qui est arrivée sur mon chemin et qui m'a fait me dire: «Mais au final, oui, il faut que je le fasse. Toute seule, je vais pas en être capable à 100 donc je vais pouvoir concrétiser vraiment ce projet qui était, à la base juste dans ma tête et juste sur un fichier Word sur mon PC rédigé». Et voilà comment est né Dis-moi tout en septembre 2020. J'imagine que de passer de l'idée à la création, il y a aussi le fait de faire connaître ton offre. Et ça, comment tu t'y es pris une fois que tu as dit banco, je vais mettre en place ce projet? Alors une fois que je me suis dit: «C'est bon, on le fait» et que le projet était plus ou moins construit et en forme, j'ai décidé de commencer par une campagne Ulule, donc une campagne de financement participatif, car j'avais un petit peu peur quand même. C'était la première fois que je me lançais dans un projet entrepreneurial et je savais pas vraiment si ça allait marcher. J'avais quand même un peu peur d'investir beaucoup de fonds dans du stock et de ne pas réussir à les vendre. J'avais aucune idée en fait de l'avis qu'aurait le public par rapport à ce projet-là. Donc je me suis dit qu'une campagne de financement participatif, c'était sympa sous forme de précommande. Donc en fait, j'ai lancé ma campagne comme ça, avec un objectif qui était quand même assez faible, qui était de 1 000 €. Donc ça représentait à peu près 50-60 livres précommandés. Et ça me permettait, moi, déjà, de pouvoir avoir un ordre d'idée sur le fait que oui ou non mon projet plaît et oui ou non je vais réussir à le vendre. Et comme ça, j'ai pu là investir dans du stock, dans des impressions, etc. et vendre mes premiers ouvrages aux personnes qui l'avaient précommandé. Mais tu avais déjà contacté tes fournisseurs, c'est-à-dire que tu avais déjà un prérequis de tes fournisseurs sur un nombre minimal à vendre, à commander, je dirais, auprès de tes fournisseurs pour mettre en place cette campagne? Alors non, pas vraiment, j'avoue que j'y étais un petit peu au feeling et c'est un peu ma philosophie, ma façon de faire un peu dans tout. Parfois ça peut me porter défaut, mais là pour le coup ça a marché, donc j'y étais un peu au feeling. J'ai pas forcément vraiment beaucoup réfléchi aux conséquences, mais si tu veux, j'avais déjà un fournisseur qui pouvait me produire de 1 livre à 100, 200, 300, 1000, 2000. Donc
il y avait juste des questions de prix dégressif, bien sûr, en fonction du nombre que j'allais vendre. Mais quoi qu'il arrive, même si c'était une petite quantité, je voulais quand même commercialiser mon projet. Donc c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs un objectif qui était assez faible, qui me permettait même pas d'ailleurs de rentrer dans mes frais, même en l'atteignant. Mais c'était au moins déjà d'une part pour le plaisir de le faire, et après en me disant bah si ça marche, bah tant mieux. Si je peux en vendre au moins quelques exemplaires, et ben ça me fait plaisir. Donc voilà un petit peu comment moi j'ai pensé mon projet. D'accord. Donc c'est à partir de cette campagne Ulule qui a débuté en fait cet engouement pour ce projet. Parce que quand je regarde aujourd'hui, je regardais brièvement en fait sur ton Instagram, je vois qu'il y a un tel engouement en fait. Je vois des commentaires qui attendent le deuxième batch de tes Ouais. livres. Alors comment ça a évolué à ça, enfin à cet impact aujourd'hui? Alors en fait, au final, c'est pas vraiment avec Ulule, car au final, Ulule, ça a été un succès parce que j'ai atteint l'objectif, mais l'objectif a été atteint à 150%, donc ça faisait à peu près 1500 ou 1600 € de précommande. Donc c'était déjà très bien, ça représentait une soixantaine de livres précommandés, c'était déjà très bien, mais c'était pas un succès non plus, quoi. Il y avait beaucoup de gens que je connaissais, beaucoup d'amis, de famille, d'amis qui avaient commandé. Donc j'avoue que pour le coup, j'ai commencé un petit peu à perdre espoir en le fait que mon projet puisse exploser d'un coup, car c'est ce que je voyais dans d'autres campagnes Ulule et je rêvais secrètement que ça m'arrive aussi. Donc ça n'a pas été le cas. Et, et j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais pas pensé à TikTok. J'étais déjà sur TikTok, déjà consommatrice de vidéos, car j'adore ce réseau. Vraiment, j'y passe un peu beaucoup trop de temps d'ailleurs. Et je faisais déjà quelques vidéos. Il y avait quelques-unes de mes vidéos qui avaient fait pas mal de vues, mais qui avaient rien à voir avec mon projet. C'était vraiment des bêtises, quoi, des trucs perso et tout, des trucs drôles, des trucs dans mon environnement de travail, etc. Et j'avais pas pensé vraiment à parler de TikTok, à parler de mon projet sur TikTok. Je m'étais vraiment focalisée sur Instagram. Sauf qu'Instagram, c'est pas évident pour gagner de la notoriété. Et puis, bah, je me suis dit: «Il faut que je le fasse». J'avais pas d'idée, vraiment, j'arrivais pas à me lancer, je sais pas pourquoi. J'avais comme un blocage, j'arrivais pas à me lancer, je savais pas comment faire, je savais pas quel genre de vidéo faire, j'avais pas d'inspiration. Puis un jour, je me suis dit: «Allez, faut que je me lance, faut que je fasse quelque chose». J'ai fait 3-4 vidéos qui ont moyennement marché, et puis un jour, j'en ai fait une, et juste une vidéo, qui a juste explosé d'un coup, mais incroyable. Et c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce à cette vidéo-là que j'ai tournée en novembre 2020. Et j'ai fait ma vidéo le soir, j'avais pas trop de likes, pas trop de vues. Je me suis dit: «Bon, ça va faire comme les autres, quoi, elle va pas trop marcher». Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai vu mon téléphone plein de notifications, plein d'emails de confirmation de commandes, et cetera. Et c'est là que je me suis dit: «Ah ouais, ça y est, ça commence». Alors, est-ce que tu peux nous décrire, j'essaierai de mettre la vidéo, s'il le faut, en lien dans le descriptif du podcast et aussi sur le blog. Mais est-ce que tu peux décrire en fait cette vidéo pour que l'on comprenne en fait l'impact qu'elle a eu? Alors c'est une vidéo qui dure à peu près 1 minute, qui est filmée sous forme de voix off. En fait, je filme tout simplement mon livre, où je tourne les pages. Donc j'ai juste fait une première partie où je filme, où je fais pas mal de cuts aussi pour que ce soit assez dynamique. Je filme les pages que je tourne. Ensuite, à la fin, au niveau un petit peu du montage, je rajoute une petite musique qui est sympa et qui justement, je trouve que c'est ça TikTok, c'est savoir mettre les bonnes musiques avec les bonnes vidéos. Je pense que ça a aussi un impact dans le succès de la vidéo. Et après, je fais une voix off où tout simplement, je décris ce qu'est mon livre. Cette voix off, je l'ai fait d'une traite. Vraiment, je me suis pas posé de questions, j'ai pas rédigé de texte avant, je l'ai fait vraiment avec mon ressenti, avec mon cœur. Et je pense que ça s'est aussi ressenti. Et j'ai parlé en fait comme si que je parlais à un ami en fait. Et je pense aussi que c'est ça qui a plu aux gens, ça leur a parlé et le projet les a touchés, je pense. Oui, très bien. Quelles ont été tes premières actions, du coup? Le lendemain, tu te lèves, ces notifications, ces demandes. Enfin, j'imagine qu'il y a eu plein de commentaires aussi. Ouais. Quelles sont tes actions juste après? Alors mes actions juste après, c'est de me dire
où là, je m'attendais pas à tout ça, donc j'avoue que j'avais pas limité les quantités de vente sur mon site et j'ai vendu plus de livres que ce que je n'en avais. Donc j'étais un peu prise de panique à me dire: «Comment je fais là? J'ai pas assez de livres, faut absolument que je m'arrange avec mon imprimeur». Donc ça a été surtout ça, heu alors non, elle était plus sur Ulule, j'avais ouvert une boutique sur Etsy. OK. Donc tu es passé Ouais, de Etsy, non, de Ulule à Etsy, d'accord? c'est ça. Alors Ulule, ça dure pas longtemps, c'est des campagnes, qui ont une durée limitée dans le temps. Donc la mienne, elle s'est arrêtée, début novembre. Donc à partir de là, pour pouvoir continuer à vendre des livres, j'avais ouvert une boutique Etsy. Bon, j'avais fait 2-3 ventes en l'espace de 10 jours. Et donc j'avais pas forcément bloqué la quantité en fait, vu que je m'attendais pas à en avoir autant, je pensais pouvoir encore contrôler ça. Sauf que ça a été tellement vite, vraiment mon téléphone, toutes les minutes, j'avais une notification d'une nouvelle commande. C'était assez incroyable cette journée-là. C'était J'en revenais pas à chaque fois que je regardais mon téléphone. Donc ouais, les premières étapes, ça a été surtout de me dire bon bah faut en urgence que je recommande du stock. Et l'imprimeur que j'avais en question était pas capable de me fournir la quantité que je voulais. C'était trop important. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer un imprimeur qui habite juste à côté de chez moi et qui était hyper réactif. Donc ça a été surtout ça, les premières démarches, et beaucoup informer les personnes qui venaient de commander qu'il y aurait des délais de livraison qui sont plus longs que prévu. Du fait du changement de fournisseur, en C'est fait. ça. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été qui m'a causé un peu de problème, mais au final, ça s'est bien fini, donc donc ça va. Et après, ouais, répondre à tous les commentaires. Donc j'ai eu, je pense, plus de 1000 commentaires et j'ai répondu à chacun d'entre eux. Et je m'efforce, même dans les autres vidéos que je fais, de répondre à chaque commentaire. Je sais que ça prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, mais je trouve ça vraiment important. Je me dis que les gens font l'effort de m'écrire, donc je tiens absolument à leur répondre. Donc, changement d'imprimeur, entre-temps, qui rallonge les délais. On est toujours sur Etsy, où Ouais, tu as en fait des commandes toutes les minutes. ouais. Euh, et à ce moment-là, quand tu arrives, enfin quand tu as le stock, il faut passer au point logistique. Mmh. Exactement. Donc logistique, donc recommander des enveloppes, des cartons et puis recevoir les livres. Mine de rien, du coup, j'ai commandé 1700 livres et quand c'est arrivé, c'était des quantités assez énormes, et sachant que je vis dans un petit appartement, donc c'était un peu le bazar. Petite vidéo, oui. Oui, bah oui, d'ailleurs, j'ai vraiment filmé le maximum que je pouvais du parcours pour que les gens voient un peu le l'envers du décor de mon entreprise. Et donc ouais, c'était vraiment le bazar, mais ça va, ça a été vite, vu qu'au final, il fallait que tout soit expédié très rapidement. Ça a été le bazar pendant 3 jours et après, c'est bon, j'avais plus rien. J'avais tout vendu. J'ai vu aussi, alors déjà que ben c'était un sursaut. Non, enfin quand je dis un sursaut, c'est que ben tout d'un coup en fait, tu as 1700 commandes en fait à honorer, et aussi en fait cette mise en main de la logistique avec tous tes amis qui sont venus t'aider pour pouvoir ben justement envoyer ces colis au plus Ouais, vite pour les fêtes de Noël, hein, parce que tout ça se les fait dans un laps de temps assez minime. ouais. Mais j'ai vu aussi que tu es passé sur une autre plateforme Oui, entre-temps. Qu'est-ce qui s'est tout à passé fait. avec du coup la plateforme Etsy Alors la plateforme Etsy, elle est très bien, mais du coup, ils m'ont un peu embêtée, et je le comprends d'un sens parce que j'étais toute nouvelle vendeuse sur leur, plateforme de boutique. Donc Etsy, c'est une marketplace pour les créateurs et j'étais nouvelle chez eux, donc je peux comprendre qu'un nombre aussi important de commandes, si soudain, ça puisse entre guillemets «leur mettre la puce à l'oreille». Et en fait, moi, c'était convenu avec mes clients que je ne pourrais pas les livrer à l'instant T, et j'avais mis une date de livraison qui était au 11 décembre et qui était commune à toute personne. Qu'ils aient commandé le 1er décembre ou qu'ils aient commandé le 8 décembre, tout le monde aurait sa commande en même temps. Tout simplement parce que j'avais pas reçu les livres. Mais ça, c'était clair. Mais par contre, d'un point de vue d'Etsy, pour eux, ils ont interprété ça comme, bah,
tu as déjà trop de commandes, donc d'abord, fais tes commandes et ensuite on te donnera l'autorisation de continuer à en faire. Donc en fait, ils ont bloqué ma boutique. Donc j'avais encore du stock, mais je ne pouvais plus les vendre. Donc j'ai dû à partir de là être hyper réactif car dans le sens j'avais un peu peur aussi de perdre cette euphorie qui était liée à TikTok et de perdre justement l'engouement et de perdre ces ventes-là si je les faisais pas à l'instant T. Donc j'ai tout de suite voulu faire autre chose. Donc j'ai créé une boutique en ligne sur le site, sur le CMS Shopify et ça m'a permis de pouvoir poursuivre mes commandes avec le reste du stock que j'avais et que je ne pouvais plus vendre sur Etsy. D'accord. Comment tu as réussi à justement à communiquer à cette cible en fait attention, on passe de Etsy à Shopify. Je suppose que ça a été un effort aussi de communication. Ouais, ouais, donc ça a été, contacter, toutes les personnes qui m'envoyaient des messages, qui m'envoyaient des commentaires, faire des vidéos aussi où j'informais, faire des stories sur Instagram. Il y a eu tout ça et puis au final, ça s'est plutôt bien passé. Donc au début, ce que je faisais, c'est toutes les personnes qui m'envoyaient des messages sur Etsy, pour me dire, pourquoi ta boutique elle est fermée, quand est-ce que tu remets en vente, et cetera. Donc je leur envoyais le lien de mon site, sauf qu'au bout d'un moment, j'ai dû être considérée comme spam et Etsy m'a bloqué aussi l'envoi des messages. Ok, Donc les c'était pas commandes, les évident. messages. Ouais, c'est ça. Donc au final, ça a été surtout de la communication par commentaire, story, vidéo TikTok, et cetera. Il y avait vraiment un grand suivi à faire sur les réseaux sociaux pour être sûr de communiquer aux clients à tout moment, enfin, et continuellement en fait, sur l'évolution de l'offre. C'est ça, exactement. Exactement. J'ai eu un rythme à peu près de publication de une vidéo par jour environ sur TikTok. Une vidéo par jour sur TikTok. Ok. À peu près, ouais. La création d'une vidéo sur TikTok, ça te prend beaucoup de temps ou c'est minime? Ouais, ouais, mine de rien, ça prend du temps. Alors ça dépend desquelles. Il y en a certaines qui vont être très rapides à faire et il y en a d'autres où ça peut prendre 1 heure facile pour une vidéo d'1 minute. 1 heure pour une vidéo d'une minute. Ouais, quand il y a beaucoup de coupage, quand il y a beaucoup de texte à ajouter, surtout c'est ça qui est très long sur les vidéos sur TikTok. Et après ça dépend de l'idée aussi. Il y a des fois, ça nécessite un peu de logistique, mais sinon, ouais, ça dépend desquelles, mais ça prend du temps. Ça prend du temps quand même. Quels ont été pour toi les défis avec ce type de communication? Alors j'avoue que je sèche un peu là sur cette question. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, je sais qu'au début, tu disais que tu avais un peu, que tu savais pas comment en fait débuter sur TikTok. Quelles sont pour toi en fait les différences de la mise en place d'une vidéo TikTok par rapport à une story Instagram? Sachant que TikTok t'a rapporté plus. Ouais, complètement. Le défi de TikTok, en fait, c'est, une fois que ça marche, tu deviens un petit peu accro au fait d'avoir des vues, au fait d'avoir des likes, des commentaires et du coup, tu peux vite être déçu dès que tu fais quelque chose qui fonctionne moins bien que d'autres parce que c'est ça TikTok, tu peux très bien faire une vidéo qui fait 1 million de vues et ta vidéo d'après, elle en fera que 200. Je saurais pas l'expliquer, c'est l'algorithme, je pense, mais du coup, ça fait un peu mal parce que tu es pas habitué à ça et donc le défi, ouais, c'est de toujours vouloir se renouveler, trouver des idées constamment et avoir peur de faire des choses qui flopent en fait, quand tu t'habitues entre guillemets à avoir une vidéo ou plusieurs qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, une vidéo qui fonctionne bien pour toi, c'est combien de vues? Mis à part le grand buzz. Alors pour moi, je suis contente de ma vidéo quand elle fait, enfin je la considère comme bien quand elle fait au moins, je dirais, je vais être un peu exigeante, je dirais 3 000 à 4 000 likes. Après en termes de vues, ça représente, je dirais que ça représente peut-être 30 000 vues. D'accord. Ouais, c'est ça. Par exemple, j'ai fait une vidéo qui a fait presque 5 000 likes et ça représente 46 000 vues. Tu as dû tout de suite en fait te mettre, t'imbriquer en fait dans cet aspect en fait e-commerce. Quels ont été pour toi les points qui n'étaient pas clairs, qui étaient à développer, qui étaient pour toi un peu rebutants? Alors, c'était déjà de créer un site. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire pendant ma campagne Ulule et vraiment j'avais beaucoup de mal. Et
et j'aime pas le faire, en fait. Donc du coup, j'arrivais pas à le faire, j'arrivais pas à me motiver à regarder des tutos et cetera. Donc là, pour le coup, j'ai été obligée de le faire et à la base, je voulais faire sur WordPress pour, faire un truc encore plus pro et puis, au final, je me suis rabattue sur Shopify et c'est très bien quand même. Donc c'était surtout ça, ouais, le truc qui me faisait un peu peur, c'était de devoir créer un site web et de le gérer et j'avais peur justement, d'être confrontée à des bugs et cetera si je faisais tout moi-même de A à Z, sachant que je suis vraiment novice là-dedans. C'est pour ça que le fait de me diriger vers, une plateforme comme Shopify, j'ai l'impression d'être un petit peu plus suivie. C'est un peu plus, pour les gens comme moi qui sont pas doués dans ce domaine-là. Donc maintenant ça me fait plus peur. Et au niveau de la logistique, Ouais, au niveau de la logistique, donc c'est trouver de la place pour ranger tout ça, avoir un bureau pour pouvoir travailler. Donc pour la place, j'ai trouvé la solution aujourd'hui. J'ai décidé de louer un box. Donc je me suis pas mal creusé la tête à savoir comment j'allais faire, si j'allais louer un petit bureau ou autre, mais ça coûte quand même assez cher et j'avais pas du tout pensé à ça et il y a une enseigne qui loue des box qui se trouve à 5 minutes de mon boulot et c'est pas trop cher en plus, donc du coup, ce problème-là a trouvé sa solution. Donc pour le moment, je suis libre de problème, en tout cas, j'ai l'impression. pour l'instant, tu gardes la marchandise avec toi et tu livres toi-même du coup à la poste. Oui, je fais tout moi-même de A à Z. Super, très bien. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un en fait qui voudrait se lancer, qui voudrait mettre son produit comme toi en ligne et le vendre sur Internet? Alors, les conseils que je pourrais donner, c'est alors est-ce que tu parles un petit peu d'un point de vue communication aussi? Ouais. Alors d'un point de vue de communication, je dirais du coup d'utiliser TikTok. Je peux que le recommander. C'est vrai que quand je discute avec, des gens sur Instagram, que je suivais même avant, des gens qui viennent d'Ulule et cetera, que j'ai connus grâce à ça, souvent ils sont un peu, réfractaires à l'idée d'utiliser TikTok ou alors ils comprennent pas trop ou ça les intéresse pas et cetera. Mais vraiment pour moi TikTok, c'est le seul réseau social où tu as possibilité de percer, où n'importe qui peut percer en fait. Et ce que j'aime bien par rapport à Instagram ou Facebook, c'est que tu n'es pas mise en avant, par rapport, à ton nombre d'abonnés ou à ta notoriété que tu as déjà. Tu peux être mise en avant même si tu as 0 abonné et que c'est ta première vidéo. Tout dépend de ce que tu fais, si c'est bien et je trouve que ça met plus l'accent sur la créativité que sur, juste le fait de, tu es connu, tu as déjà plein d'abonnés, donc on va te mettre davantage en avant et grâce à ça, tu vas pouvoir encore faire plus de visibilité. Donc TikTok, je trouve ça bien. Après, je dis pas que ça marche à tous les coups, hein. Je pense pas que ça peut marcher à tous les coups non plus. Il y a certainement aussi peut-être un facteur chance, mais je peux que le recommander en tout cas d'essayer. Et en termes de communication, ce que j'aime bien voir moi et je pense que les gens aiment bien le voir aussi, c'est de voir un peu l'envers du décor d'une entreprise, de voir aussi la personne qui crée ses produits, qui ouvre son entreprise. Après, c'est vrai que tout dépend de la forme et de la structure de l'entreprise en question. Ça peut peut-être pas s'adapter à tout le monde, mais je pense que de montrer vraiment l'humain qu'il y a derrière, ça permet aussi aux gens de s'attacher à toi et à ton produit. Et ça joue aussi, je pense, dans la réussite de ton entreprise. Donc d'un point de vue de communication, ce serait ça mon conseil, de vraiment montrer l'envers du décor de ton entreprise, de montrer ton visage, de montrer qui tu es, de parler face caméra, etc., de présenter ce que tu fais. Et après, tout ce qui est à côté, au niveau du site web, etc., je pense pas pouvoir être à même de donner des conseils sur ce niveau-là parce que je le maîtrise pas vraiment. D'accord, très bien. Comment aujourd'hui tu arrives à t'organiser? Après les fêtes, et parce que tu as un boulot, et parce que tu attends un prochain batch, je crois, pour la mi-janvier. Ouais. Quelle est ton organisation maintenant avec cette offre? Alors maintenant, c'est calme parce que j'ai plus de stock depuis, au moins 2 semaines, donc c'est le repos. Mais franchement, ça fait du bien parce que c'était tellement la course, tout le mois de janvier tout le mois de décembre, pardon, que ça fait du bien. J'en avais vraiment besoin et d'ailleurs, j'ai décroché complètement pendant facile 10 jours des réseaux sociaux. J'ai fait une overdose, je crois. Donc là, pour le moment, c'est très calme. Je prépare, justement, le réassort. Donc je fais des petites, nouveautés sur mon site. J'essaie de trouver, de faire les choses mieux
parce que c'est vrai que tout a été fait tellement rapidement que j'ai pas eu le temps vraiment de comparer par exemple les offres de différents transporteurs. C'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de faire, donc je prends le temps de le faire maintenant. J'avais pas forcément eu le temps non plus de comparer d'autres offres concernant mes fournisseurs d'enveloppes, etc. Donc je prends le temps de faire tout ça, je prends le temps de remettre à jour mon site pour qu'il soit plus pro. Par exemple, je vais faire un shooting photo avec mes livres pour faire vraiment un truc pro. J'ai Lily qui est l'illustratrice du livre qui va me refaire les visuels de mon site web, etc. Donc en fait là c'est un peu plus calme. Je prends le temps de me reposer aussi à côté de mon boulot et je prends le temps de refaire les choses bien, vu que tout avait été fait un petit peu dans la précipitation. Très bien. Est-ce qu'il y aura une suite? Aujourd'hui, il y a 2 livres, un pour grand-père, un pour grand-mère. Comment tu envisages l'avenir avec cette offre? Alors, l'avenir de cette offre, moi je le vois avec plein d'autres livres et plein d'autres produits aussi. Et j'ai pas mal d'idées à ce sujet-là, et notamment celles que je vais développer en premier. Et ça risque d'être très rapide, très rapidement. C'est une version de ces livres-là, mais version parent, version papa, version maman. C'est quelque chose qu'on m'a énormément demandé sous mes vidéos sur TikTok, en message, en mail, etc. Donc ça me tient à cœur de le faire et je veux faire un truc différent de ce que j'ai fait là, sur le même principe, mais pas le même intérieur, parce que je pourrais prendre la facilité de juste changer la couverture et les mots à l'intérieur et puis reprendre le même système. Mais du coup, non, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de différent. Et voilà, ça c'est le projet à court terme. Après, à long terme, j'ai d'autres projets aussi de d'autres versions de livres. J'ai des projets aussi de création de jeux de société. Je veux toujours garder un petit peu l'univers de mon entreprise qui est le partage entre familles et comment justement trouver des moyens pour augmenter ce partage-là et augmenter la connaissance. Comment? Le partage générationnel, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc j'ai des idées aussi de jeux de société. Donc je le vois un petit peu comme ça, l'avenir de mon produit, enfin de mon entreprise. Très bien. Tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de retours en commentaire et par email de tes clients ou prospects en fait concernant les produits. Est-ce que ça veut dire qu'ils t'aident aussi, c'est un peu de la co-création, on va dire, sur les produits à venir? Ouais, ouais, j'ai la chance d'avoir des clients ou une communauté, je sais pas comment on peut appeler ça vraiment, mais qui est vraiment hyper bienveillante. Et j'ai l'impression aussi que bah, les gens ont aimé mon produit, mais ils ont aussi aimé bah, comment ça a été fait. Et ils se sont attachés aussi à ça et ils ont aussi, je pense, l'impression, quand ils achètent mon produit, d'aider une petite entreprise, française et de contribuer justement à la réussite d'un nouveau projet. Donc déjà, je pense que ça les touche aussi et c'est pour ça que j'ai beaucoup de retours de gens qui me donnent des conseils, qui me disent: «Bah, ce serait bien si tu faisais ça» et cetera. Enfin, c'est vraiment une relation proche limite. C'est pas une relation comme avec, juste un site de e-commerce sur lequel on passe une commande et puis on sait même pas qui a fait la chose, on l'achète juste parce qu'on aime bien, le produit et puis basta. Non, moi j'ai des personnes qui m'ont envoyé des cartes, de Noël par la poste. Ouais, j'ai des personnes qui m'ont envoyé des vidéos de leurs grands-parents en train d'ouvrir leurs cadeaux, plein de gens qui m'ont fait des messages où ils m'ont raconté, justement, l'histoire de leurs grands-parents, que des choses très personnelles par rapport à leur vie, à pourquoi ils voulaient offrir mon livre. Enfin, il y a vraiment une relation plus que du commerce avec les gens qui ont acheté mon livre. Et donc c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir des conseils et des suggestions de nouveaux produits de la part de mes clients. Ouais, ce que je trouve déjà très fort pour le début en fait d'une offre et qui pour moi est un très bon signe sur la pérennisation de cette offre aussi. Ah bah super. Alice, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à ton entreprise pour cette nouvelle année 2021? Alors ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est que ça continue, parce que c'est vrai que si ça n'avait plus le même succès que ça avait, je pense que la chute, elle serait assez brutale comme, la montée a été très haute, la chute pourrait être aussi très brutale et ça me fait un peu peur. Donc bon, donc ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est que ça continue sur cette lancée et qu'il y ait plein d'autres produits et qu'ils plaisent aussi.
très bien. Je mettrai toutes les informations, le site, ainsi que tes contacts sociaux, que ce soit ton IG ou ton TikTok, dans dans les informations en fait du podcast. Merci encore pour ton témoignage sur ton offre et sur ce lancement avec TikTok. Je précise bien que tu n'as pas du tout utilisé les fonctionnalités payantes de TikTok, c'est-à-dire pas de publicité TikTok. Non. Tout s'est fait en fait en en naturel, donc grâce à Ouais, l'algorithme de TikTok qui aujourd'hui permet d'avoir ces grandes lancées et de faire un lancement produit phénoménal, on peut dire. complètement, complètement et gratuitement en plus. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'il faut souligner en fait, gratuitement. Ouais. Merci beaucoup Alice encore. Merci Estelle, merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pu retirer le maximum d'enseignements pour développer votre business en ligne. Je vous dis à bientôt dans un autre épisode. En attendant, laissez une jolie note sur votre appli podcast préféré pour permettre au podcast d'émerger et d'aider d'autres entrepreneurs. À bientôt.